représenter mon pays, mais aussi pour représenter l'image du chercheur africain installé en Afrique, Afrique du Nord plus particulièrement. L'AFA, c'est donc un excellent partenaire pour nous en Tunisie. J'ai fait la connaissance de plusieurs membres de cette association très dynamique et très honorée d'avoir collaboré en tant que présidente de l'Association tunisienne de comptabilité avec d'autres membres de l'AFA, d'avoir participé en 2020 aussi à une autre manifestation. Et j'apprécie énormément tous les efforts que vous faites pour les chercheurs en Afrique et la connexion que vous faites avec les chercheurs d'origine africaine installés un peu partout dans le monde, qui constituent une richesse pour ce continent-là. Et ce sont des compétences qui se sont confirmées à travers le monde. Aujourd'hui, bien sûr, je remercie les organisateurs de ces ateliers-là. Je vais essayer de porter un témoignage sur la thématique très intéressante par rapport à la carrière académique et quelques réflexions sur le sujet de la carrière académique d'un chercheur et apporter peut-être quelques informations sur le cas de l'Afrique du Nord. Alors, je vais commencer à partager ma présentation on va s'organiser de la sorte. Moi, j'ai préparé quelques éléments de réflexion, des questionnements, quelques statistiques pas très approfondies sur la question pour ne pas alourdir la présentation et on laissera par la suite la place au débat. N'hésitez pas donc de noter vos questions et je pourrai revenir après ou apporter des éclaircissements supplémentaires sur les questions que nous allons discuter ensemble. Alors, voilà. Je vais mettre en plein écran ma présentation et vous me confirmez que c'est bien visible pour tout le monde. Absolument, Salma, c'est visible pour tout le C'est Super. parfait. monde. Alors, Et Salma, est-ce que je pourrais prendre juste une petite minute? Salma, vous m'entendez? oui, Allô? Est-ce que je pourrais prendre juste une petite minute de votre temps pour juste introduire rapidement s'il est là, Tiven Sobaroyen. Je pense qu'il vient bien de se sûr, connecter. bien Voilà, sûr. juste une petite minute de votre temps. Serge, si tu me l'autorises, s'il te plaît. Oui, je t'en prie, Donc, Steven est là. oui, Tiven, on te laisse peut-être le micro rapidement. Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend, oui. Je suis vraiment désolé, je suis en retard et Vas-y, Tiven, rapidement. je prends la parole avec, je dérange Salma. Donc, bonjour à tous. Je suppose que Connor me demande de faire un message par rapport à la fin, je suppose, Oui, n'est-ce pas? oui, Oui, absolument. Merci à tous de nous rejoindre encore pour cette activité virtuelle et pour juste, au nom de l'AFA, au nom du comité, de vous accueillir. C'est une initiative maintenant qui ne se présente presque plus, vu euh, le septième événement, et surtout le sens euh, de pouvoir connecter toutes les différentes composantes de la communauté de comptabilité en Afrique et surtout de pouvoir soutenir le développement doctoral, le développement des jeunes chercheurs en Afrique. Donc, c'est ça le principal objectif. Nous avons, euh, nous avons toute une série d'événements francophones et bien sûr, nous avons aussi les événements anglophones comme la conférence annuelle qui se tiendra par exemple cette année-ci au Zimbabwe. Donc, c'est juste pour quelques mots pour présenter la FA dans le sens de la thématique des activités d'organisation, mais aussi peut-être au nom de la FA de remercier les deux présentateurs, présentatrices. Surtout Salma que je connais très bien et je sais Salma, nous allons travailler encore peut-être dans un autre espace, mais je connais très bien Salma et bien sûr le professeur
aussi de nous joindre. Merci, Colin. Tu m'as pris Merci par beaucoup. surprise, je dois dire. Ouais, voilà, c'est comme ça. C'est bien aussi par moment un peu par surprise, tu vois. Bon. Donc, merci beaucoup, Salma. Merci, Serge. Et puis, on va reprendre avec le procès Et Salma. Procès vous Salma. avez, Allez-y. pour tout le monde, vous avez l'appel à com pour le congrès au Zimbabwe dans le chat. Mm. Donc, vous pouvez télécharger déjà l'appel à com du congrès de la FA à Harare, au Zimbabwe. Merci. Salma, désolé, vous avez la parole. Ok, merci Teravan, très ravie de te retrouver. Donc, que ce soit pour une collaboration avec l'Association tunisienne de comptabilité ou la AFA, ou aussi là, on va collaborer aussi dans un autre cadre avec l'Association francophone de comptabilité au profit des doctorants. Et S'il vous plaît, alors coupez vos micros. Alors, on sera obligé de couper vos micros. Sorry, on va couper vos micros pendant que la Occupe prof est en Salma. train de Allez-y, je parler. m'en occupe. Désolé. Oui, oui, ok, parfait. Allez-y, Salma. très bien. Alors, je vais tout d'abord commencer à présenter les défis de l'enseignement supérieur en Afrique d'une manière générale et par la suite me focaliser plus sur le cas des pays de l'Afrique du Nord. Donc, les dernières études, comme vous le savez, montrent que l'enseignement supérieur dans la majorité des pays africains, malheureusement, est considéré comme étant sous-développé et constitue une priorité de second plan. Malgré tous les efforts de réforme qui se sont faits, les accès à l'enseignement supérieur ne dépassent pas les 5%, alors que la moyenne mondiale est aux alentours de 25%. Il y a aussi le problème du genre et de la représentativité des femmes en enseignement supérieur qui, dans les statistiques globales, je sais que ça varie d'un pays à un autre, finalement, n'est pas suffisamment, où la femme n'est pas suffisamment présente dans les différents domaines de recherche, particulièrement dans les sciences et technologies. Alors, en termes de qualité et aussi de classement, les universités en Afrique peinent et ont du mal à se retrouver dans les classements mondiaux qu'on connaît et très peu d'universités se retrouvent parmi les 500 premières universités ou meilleures universités dans les différents classements de Shanghai, THE, etc. Il y a de nombreux retards et beaucoup de difficultés à mener des réformes telles que la réforme LMD, la réforme des études doctorales, etc. Et ce qui fait que, en fait, on dispose d'un taux très élevé de migration du continent africain, de chercheurs confirmés qui, en fait, vont évoluer ou chercher des opportunités dans d'autres pays, ce qui crée une vraie pénurie de professeurs. Et nous, en Tunisie, puisque je suis originaire de la Tunisie et j'exerce depuis une vingtaine d'années dans l'enseignement supérieur, on commence à avoir donc énormément de problèmes à cause de cette vague de plus en plus importante de migration. Il y a aussi les problèmes financiers et le manque d'investissement, le manque de ressources pour répondre à des besoins immédiats et surtout en matière de recherche scientifique et d'innovation, ce qui fait que malgré qu'on dispose de bons chercheurs, de bonnes compétences, le manque de moyens ne nous permet pas d'avancer dans ce domaine-là comme on le souhaiterait. Alors, il y avait beaucoup de réformes entreprises, des pistes d'amélioration qui étaient tentées depuis des années pour améliorer surtout le leadership et la gestion et la gouvernance au sein des universités africaines. On a essayé aussi de renforcer la mobilité universitaire et de faire profiter les chercheurs africains de mobilité vers les pays du Nord pour un partage d'expériences. De plus en plus, maintenant, la présence du diaspora dans les différentes manifestations
dans des projets de collaboration et des contacts et des relations sont noués pour un échange d'expériences. Le développement technologique aussi a eu un rôle très important donc pour faciliter les contacts et l'échange. Et notre réunion aujourd'hui en est un bon exemple puisque la majorité en vient de différents pays du continent et qu'il serait quasiment impossible de nous réunir en présentiel pour ce genre de manifestation. Donc, l'intégration d'éthique, les moyens, que ce soit en matière d'enseignement ou les moyens utilisés pour faciliter l'échange de données, les collaborations en matière de recherche, était une piste aussi très intéressante pour le développement de la recherche en Afrique. La mise à disposition de thèses et les collaborations en matière d'encadrement, l'attribution de bourses d'études et de petites subventions au soutien de problématiques dans les pays émergents, notamment les pays africains, et les collaborations, bien sûr, l'ouverture sur le monde socio-économique qui est encore, disons, pas très développé, mais qui commence à apporter ses fruits dans les pays qui ont réussi à nouer vraiment la connexion avec le milieu socio-économique, que ce soit dans le domaine de l'enseignement de recherche pour proposer des formations qui correspondent aux besoins réels du marché de l'emploi, mais aussi en matière de recherche scientifique pour répondre aux besoins donc des entreprises en termes d'innovation. Je cite juste à titre d'exemple quelques projets qui ont permis ces dernières années justement d'améliorer finalement ou d'apporter donc une lueur d'espoir pour le développement donc de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Afrique, telle que l'expérience donc du projet Erasmus Selem, qui a donné naissance au club des étudiants, au pôle des étudiants entrepreneurs en Tunisie, au Maroc. Donc, c'était une très belle expérience qui a créé une dynamique qui est en faveur d'une meilleure employabilité, particulièrement la diffusion de la culture entrepreneuriale chez les étudiants. Des partenariats pour des compétences en sciences appliquées. Et le projet donc en question donc dans le domaine de l'ingénierie et la technologie financé par la Banque mondiale. Le travail qui a été fait avec l'appui de l'Union européenne sur l'harmonisation de l'assurance qualité dans les pays africains et justement l'initiative HAQA, donc aussi qui a permis de mettre en connexion plusieurs partenaires et agences dans le domaine d'assurance qualité dans le continent africain. L'objet de ce webinaire aujourd'hui, c'est un débat autour de la carrière de l'enseignant-chercheur. Mais en fait, la première chose dont je vais évoquer, c'est les principales missions qu'on attribue à l'enseignant-chercheur et comment ça a évolué depuis. La majorité des textes dans les pays africains, sous forme de statut de l'enseignant, donc qui en fait régissent le métier de l'enseignement et la recherche sont très anciens et parlent de missions qu'on va considérer comme fondamentales et initiales. La mission de formation, tout d'abord transmettre bien sûr les connaissances aux différents étudiants dans une discipline particulière, mais aussi leur permettre l'acquisition de compétences, que ce soit des compétences disciplinaires dans un champ particulier. Pour nous, par exemple, la comptabilité, que ce soit locale ou internationale, mais aussi des compétences transversales, qui peuvent lui permettre justement d'évoluer et de se confirmer par la suite dans le marché du travail. Donc, aussi, la mission, deuxième mission, c'est la mission de recherche. Et là, on parle d'enseignant-chercheur pour faire progresser le savoir donc, dans son domaine particulier. Et il continue, en plus de ses activités d'enseignement, il est chargé de faire aussi de la recherche, de publier. Et comme on va le voir, ces publications-là auront un impact direct sur l'évolution de carrière et sur les aspects et les incitations financières qui sont généralement liées à sa production
scientifique, aider au développement de son champ disciplinaire, exercer des fonctions d'encadrement scientifique de différents niveaux. Ça commence de l'encadrement des projets de fin d'études au niveau de la licence, à l'encadrement de mémoire de master, que ce soit professionnel ou de master de recherche, et pour un grade particulier. Donc, on peut les autoriser, après avoir passé les échelons nécessaires, à diriger à leur tour de nouvelles recherches et d'être des directeurs de recherche, tout en essayant de trouver cet équilibre-là, tant recherché entre les enjeux économiques, sociaux, environnementaux, et le domaine de recherche qu'il entreprend pour ne pas de créer ou se retrouver dans une situation de déconnexion entre le monde de la recherche dans sa bulle et les enjeux ou la réalité des entreprises et de l'économie du pays. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que les deux, la formation et la recherche, sont dissociables. Du fait que l'accès déjà à la recherche vient à la suite d'une formation qui est censée être de qualité, en licence et en master de recherche, etc. Donc, c'est indispensable. Et que la recherche elle-même, à son tour, elle devrait influencer finalement les formations, le contenu des cours et donc faire évoluer le champ disciplinaire particulier avec des innovations, avec de nouvelles idées, avec de nouvelles approches. Et c'est pour cette raison que j'insiste sur cette connexion nécessaire entre la formation et la recherche. Mais on se retrouve parfois en tant qu'enseignant-chercheur dans une situation où on évolue en enseignement dans un champ particulier, en enseignant par exemple en comptabilité des matières très techniques et en travaillant dans un autre champ de recherche différent. Donc, il y a un équilibre à trouver et le mieux, c'est de pouvoir profiter justement des travaux de recherche pour donc faire évoluer aussi la formation universitaire. Alors, parlons maintenant des autres nouvelles ou missions émergentes de l'enseignant-chercheur, et dans les textes malheureusement et les statuts ne les citent pas ou n'ont pas été valorisés auparavant et mis en exerce, et qui sont de plus en plus recherchés, devenus indispensables maintenant pour mener une carrière d'enseignant-chercheur qui soit réussie. Donc là, on parle de la gouvernance. Un enseignant-chercheur pourrait être par la suite appelé à occuper des postes, de gérer un département, une structure de recherche, être membre des différentes commissions de réforme au ministère, dans son institution, au conseil scientifique, diriger même des établissements universitaires, donc, et occuper des postes de responsabilité, donc qui nécessitent des compétences, comme on va le voir, différentes, complémentaires à ces compétences principales. Le développement aussi des relations extérieures et l'ouverture sur le monde socio-économique. L'enseignant-chercheur, il est appelé de plus en plus à nouer donc des contacts, à aider ses doctorants, ses étudiants à avoir des stages, à cadrer les sujets, à finalement aider même son institution à donc renouer de vrais partenariats et des conventions et de travailler sur des plans d'action concrets tels que le montage, par exemple, d'une formation co-construite avec une entreprise qui serait preneuse, qui serait la future recruteur des étudiants. Ça nécessite aussi des compétences particulières de la part et un investissement supplémentaire de la part de l'enseignant-chercheur. Le rayonnement international, l'enseignant-chercheur, en publiant, en participant à des manifestations scientifiques, en finalement contribuant à des projets tels que des projets stratégiques d'accréditation ou de labellisation de son institution. Donc, il contribue non seulement au rayonnement international par rapport à sa carrière, sa propre carrière, et son positionnement par rapport
à un champ disciplinaire particulier, mais aussi au rayonnement donc de son université d'une manière générale. L'enseignant-chercheur est aujourd'hui aussi appelé à être partie prenante dans les projets, à avoir les compétences nécessaires aussi pour la génération de ressources, pour alimenter les projets de recherche qu'il mène et décrocher des fonds donc pour le groupe de recherche auquel il appartient ou pour son institution ou pour déjà même à l'échelle nationale, donc avoir les fonds nécessaires pour mener des projets de recherche ou des projets de réforme de programmes de recherche. Et là, c'est un rôle très important vous savez tous que tous ces projets-là de réforme ou des projets de recherche nécessitent énormément de fonds et un appui financier considérable pour pouvoir réussir ces projets-là. Il est aussi tenu d'accompagner bien sûr les étudiants, pas uniquement dans le cadre académique, encadrement d'un PFE ou d'un sujet de recherche particulier, mais accompagnement de l'étudiant dans son parcours académique tout au long de son passage au sein de l'université, à travers l'encadrement des activités associatives, donc à travers l'encadrement aussi dans le choix de la spécialité ou de l'orientation, des stages, de l'insertion ou faciliter son insertion sur le marché de travail. Il y a plein de mécanismes qui se sont créés ces dernières années pour justement offrir aux étudiants les meilleures opportunités et les accompagner tout au long de leur parcours académique, mais aussi extra-académique, tels que les certifications, les manifestations scientifiques. On dispose par exemple en Tunisie des centres de carrière qui permettent aux étudiants une meilleure insertion et les aident à avoir des formations complémentaires à leur formation académique. J'ai parlé tout à l'heure des pôles étudiants entrepreneurs qui essaient donc dès les premiers jours d'insertion au sein de l'université de développer cette culture entrepreneuriale chez les étudiants et les encourager même à avoir le statut de l'étudiant entrepreneur tout en étant étudiant et de favoriser finalement tous les supports nécessaires pour lui permettre donc de réaliser son projet. Il y a aussi beaucoup d'avantages accordés à ce genre de projet pour les étudiants. Je me rappelle de mon passage à l'IHEC Carthage qu'on était tellement débordé par les demandes des étudiants et il y avait une grande dynamique de la vie associative. On avait plus de 25 clubs des étudiants qu'on a créé en quelque sorte un poste fictif, un poste qui n'existait pas dans l'organigramme classique et l'organisation classique d'une université, un chargé, un responsable de la vie associative des étudiants et c'était un travail qui nécessitait quelqu'un à plein temps, mais c'était pas possible. Donc, c'était une enseignante qui était chargée de cadrer le travail associatif des étudiants et c'était un accompagnement, une sorte d'accompagnement et on sait que les retombées sont très positives par la suite sur les étudiants et que finalement ce genre d'accompagnement relève, puisqu'on est conscient, relève de notre rôle, nous, en tant qu'enseignants-chercheurs et responsables aussi d'établissement, d'aller au-delà de nos missions fondamentales, disons, classiques. L'expertise et le conseil aussi, en devenant expert dans son domaine, l'enseignant-chercheur est censé être appelé à mener des missions d'expertise, que ce soit par les entreprises, que ce soit dans le cadre de projets de réforme au sein de son université ou même à l'échelle internationale. Et donc, c'est une piste aussi très intéressante dans la carrière de l'enseignant-chercheur et qui donc nécessite aussi des compétences supplémentaires pour pouvoir justement sortir du cadre académique universitaire vers
d'autres mondes, d'autres milieux pour pouvoir justement apporter ces connaissances-là et transmettre ces connaissances et cette expertise donc vers donc les acteurs économiques, vers d'autres environnements à l'échelle internationale. Alors, pour résumer, les compétences requises pour répondre à toutes ces missions-là que je viens d'exposer ne sont pas uniquement autour de la pédagogie, le leadership pédagogique, le contrôle pédagogique, la rigueur, l'ouverture, mais aussi vers d'autres compétences requises donc pour l'enseignant-chercheur, le leadership et la maîtrise, bien sûr, des connaissances, la curiosité intellectuelle, le leadership de continuité pour pouvoir mener les projets jusqu'à l'accomplissement et donc la fin. Des compétences en matière de communication, en termes d'éloquence verbale et écrite, de la résilience et la capacité à s'adapter avec les situations de difficultés, la détermination, la fermeté, le raisonnement critique avec une grande capacité d'analyse, de synthèse et d'esprit critique, la capacité aussi d'écouter puisqu'on a un rôle, comme on a dit, d'accompagnement, et c'est à travers l'encadrement et l'accompagnement des étudiants qu'on réussit finalement à développer ces compétences-là de compréhension, d'évaluation des messages, de pouvoir répondre correctement à ces sollicitations. Donc, le soutien, l'aide à l'insertion, l'orientation des étudiants, la collaboration à travers l'intégration de différents réseaux nationaux et internationaux, la capacité de travailler dans des équipes de recherche et dans des commissions et dans des équipes pour mener des projets et les réussir, l'évaluation des compétences en termes d'évaluation, de résolution de problèmes pour pouvoir proposer les mesures correctives et prendre les bonnes décisions, des compétences aussi en matière technologique et de maîtrise de l'outil technologique, de la recherche de l'information, la gestion des bases de données, la production. Maintenant, on est amené à faire face à un besoin nouveau, surtout après le Covid, d'avoir des ressources pédagogiques donc numériques et de travailler en espace complètement numérisé qui permettent aux enseignants-chercheurs donc d'économiser énormément d'efforts et de temps, mais aussi qui leur finalement exigent une montée en compétences en matière de maîtrise donc de la technologie, des logiciels, etc. Et bien sûr, je vais finir avec les compétences relationnelles, avec bien sûr le sens de responsabilité, de l'initiative, la confiance en soi, le dynamisme, l'éthique. Et la question d'éthique en recherche est très importante et très largement débattue, d'avoir une attitude positive pour pouvoir justement influencer les générations futures positivement et leur pousser à donc se développer eux-mêmes et donc concrétiser leurs projets. Alors, il y a une citation que j'ai beaucoup appréciée, disant que la carrière universitaire est une combinaison entre une carrière traditionnelle, basée sur les promotions et un avancement, une progression linéaire, et on va en parler tout à l'heure avec les grilles, les concours de promotion par lesquels on doit passer, et une carrière nomade basée sur le développement de compétences et la mobilité. Et là, c'est un atout, finalement, pour l'enseignant-chercheur qui lui permet de sortir de ce cadre classique pour développer d'autres compétences, pour travailler dans le cadre de projets, de collaboration et même une mobilité en termes finalement géographiques ou mobilité même au niveau des postes qu'il pourrait occuper par la suite en tant qu'enseignant-chercheur. Donc, il y a un équilibre à trouver parce qu'on peut trouver des différentes situations
où des enseignants-chercheurs restent cloisonnés dans le monde académique ou le monde de la recherche, sans l'ouverture sur les autres perspectives du métier de l'enseignant-chercheur, et l'équilibre est parfois difficile, je le reconnais. Donc, le courant traditionnel considère que la carrière académique se déroule selon une mobilité plutôt verticale, très structurée, qu'on doit respecter en remontant les échelons de l'assistant vers le maître assistant. Et pour être maître assistant habilité, il faut passer et déposer un dossier selon des périodes et un nombre d'années d'ancienneté particulier, une production scientifique dans des revues indexées dans tel référentiel, etc. Et ça consolide en quelque sorte le rôle des conseils, des commissions de contrôle, mais c'est des commissions d'évaluation en fait, que ce soit de la carrière en tant qu'enseignant, carrière pédagogique, ou de la carrière ou donc de l'expérience dans le domaine scientifique, en assurant un bon management interne. Donc ainsi, les critères de réussite sont objectifs de la carrière donc des enseignants-chercheurs, et en fait clairs selon donc des critères bien précis, et définissent les périmètres du marché de l'emploi de l'enseignant-chercheur. Le courant nomade considère en fait que les enseignants-chercheurs sont libres dans la prise de décision par rapport à leur parcours professionnel. Ils peuvent acquérir des compétences de l'extérieur de leur institution de travail, se développer ou développer de nouveaux projets de recherche, entrer dans des réseaux internationaux, entrer en contact avec le milieu professionnel et le monde socio-économique pour être sur le terrain réellement et répondre aux besoins réels donc de ces entreprises-là. Et donc la carrière dans ce cadre-là se caractérise par des critères plus ou moins subjectifs qui dépendent du choix de carrière fait par le chercheur, et se retrouvent dans une perspective peu classique. Alors, Louvel et Valette en 2014 ont proposé ou ont essayé de définir 3 scripts de carrière. 3 scripts de carrière dans lesquels, et là je vais être sûr que certains de mes collègues présents ici, enseignants, chercheurs confirmés, essayer de se positionner entre le professionnel de recherche, l'entrepreneur local et l'administrateur. Donc, ces 3 scripts, c'est une lecture assez intéressante, dans laquelle on peut se positionner une partie de notre carrière en tant qu'enseignant-chercheur, mais certains peuvent passer toute leur carrière, qui peut être 30-35 ans, dans un seul script. Alors, le professionnel de recherche. Le professionnel, en fait, de recherche, selon ses auteurs, il représente en quelque sorte le leader scientifique de sa discipline. Donc, c'est le chercheur le plus connu qui a publié, qui a un nombre de publications phénoménales dans son domaine. Il est dans une dynamique de mobilité et en contact avec les plus grands laboratoires et universités de son champ de recherche. Il encadre un nombre très important de doctorants et en fait, il sait ou il a les compétences nécessaires pour la création et le management de ses équipes de recherche, de négocier, de gérer des contrats de recherche et de nouer des contacts et des réseaux scientifiques. Ça, c'est pour le volet professionnel de la recherche. L'entrepreneur local, en fait, selon ces auteurs-là, il peut être défini comme un universitaire qui mène de front des activités de management pédagogique et d'animation scientifique, sans rechercher à atteindre l'excellence scientifique du professionnel de recherche, parce qu'il est en même temps fortement impliqué localement dans son université. Il prend en main des projets de développement pour son université, par exemple
le montage d'une nouvelle formation. J'avais parlé tout à l'heure par exemple, projet de montage d'un master co-construit avec un partenaire tel qui sera preneur, par exemple, de ces ingénieurs en informatique dont le besoin actuel, dans le monde actuel est très important. Et donc, ça va prendre des années de sa carrière, de l'étude du dossier, de la signature des conventions, du montage du parcours, du dépôt de dossier, par la suite le lancement de la formation. Il sera le responsable pédagogique de cette formation-là. Il doit faire une évaluation par la suite. Donc, tout ça, ça prend énormément de temps. Il peut en fait aussi mener des activités scientifiques et d'encadrement, mais elles sont plutôt locales puisqu'il est focalisé sur le développement de sa carrière à l'échelle locale et de fortement impliqué, comme on l'a précisé, dans la vie de son institution. Donc, son réseau de collaboration est moins dense et les contrats de recherche sont généralement donc plus modeste. Alors, le troisième script, c'est l'administrateur, et là, il se dévoue plutôt à la bonne marche de son université. Cela se traduit plutôt par la prise en charge de tâches d'intérêt collectif, des responsabilités administratives, la gestion des équipes pédagogiques, la gestion du personnel, département et des postes de responsabilité plus important. Donc, des tâches dont le positionnement, dans la plupart du temps, qui le positionne dans un statut distinct au statut standard des universitaires. Il peut, par exemple, occuper un poste syndical ou une responsabilité administrative qui lui permette d'avoir même des avantages en termes d'allègement ou de suppression même de ses tâches, donc de ses responsabilités en matière d'enseignement, ce qui l'éloigne un peu aussi des activités de recherche et d'encadrement. Donc, voilà les trois scripts qui ont été développés, comme j'avais précisé, entre le professionnel de la recherche, l'entrepreneur local et l'administrateur. Mais certains chercheurs se retrouvent dans des situations de plafonnement au niveau de leur carrière. Donc, finalement, plafonnement, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus évoluer, qu'ils n'ont plus de perspective pour développer leurs compétences. Et on a essayé pendant de longues années à déchiffrer les raisons, à énumérer les raisons derrière cela. Parce que cette situation de plafonnement, elle crée un sentiment de démotivation et aurait des conséquences très néfastes sur la carrière de l'enseignant-chercheur. La majorité des études faites dans le domaine de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique donc ont distingué deux types de déterminants, des déterminants individuels et des déterminants organisationnels. Individuels par rapport à l'âge. Certains ont accès à l'enseignement supérieur à des âges avancés du fait que la recherche nécessite un investissement qui peut atteindre dans certains pays une dizaine d'années. Et donc, en commençant sa carrière d'enseignant-chercheur à 40 ans, parfois, on n'a plus la possibilité de grimper et d'évoluer donc d'atteindre finalement toutes les opportunités en termes de promotion. Il y a aussi les traits de personnalité, puisque les compétences qu'on vient de citer tout à l'heure ne sont pas toutes réunies toujours chez l'enseignant-chercheur. Il y a aussi les contraintes familiales que je n'ai pas mis, mais qui sont aussi un frein déterminant, surtout pour la carrière d'une femme à un certain âge qui doit s'occuper de ces enfants-là, un équilibre familial à trouver qui lui permet ou qui a pour conséquence parfois d'arrêter
pour un certain temps l'évolution de carrière. Les déterminants organisationnels, et on en a plein dans les pays africains, par rapport aux structures organisationnelles, au statut donc des enseignants dans les universités publiques, mais aussi dans les universités privées. Par exemple, en Tunisie, nous, on n'a pas de statut pour les enseignants dans l'enseignement privé. Donc, du coup, le jeune qui se retrouve dans une université privée n'a pas une idée claire sur les perspectives d'évolution, ne se projette pas dans le futur, n'a pas de motivation pour la production scientifique parce qu'il ne sait pas exactement comment il va évoluer, quel grade il pourra obtenir après combien d'années. Donc, ça va lui demander un investissement en termes de temps et financier, etc. Ça vaut le coup de le faire ou pas, etc. Et ça amène à une concentration des demandes vers le public qui n'a pas la capacité d'absorber le nombre important de docteurs dont on dispose actuellement, et du coup, ça crée un déséquilibre. D'un côté, il y a le privé, là où il y a le besoin, mais le statut qui n'est pas aussi clair que donc, dans la carrière académique au public, et le public, finalement, qui n'arrive plus à absorber le flux de docteurs qui existe finalement. Le style de management, les conditions qu'on a mis en place pour justement l'évolution de carrière, les procédures d'évaluation, on va y revenir tout à l'heure avec quelques exemples, le pays du Maroc, de l'Algérie, etc. La spécificité disciplinaire, et on sait tous qu'on ne peut pas évoluer de la même manière dans tous les champs de recherche, et c'est lié principalement puisque l'évolution de carrière est basée sur surtout la production scientifique. On ne peut pas procéder à la publication de la même manière dans certaines disciplines que dans d'autres. Puisqu'on parle de comptabilité, de finance, mais le domaine, c'est connu, le domaine de sciences humaines et sociales sont des domaines où on a beaucoup plus de difficultés, surtout quand on fait des recherches qualitatives pour publier, alors que finalement, on parle d'un autre type de critères, de nombre de publications dans d'autres disciplines comme les sciences exactes, etc., de vingtaines de publications avec des scores d'indexation assez élevés, etc. Donc, ça pourrait être aussi une contrainte par rapport au champ disciplinaire dans lequel on évolue. Alors, pour dépasser ces problèmes-là, on essaie à chaque fois de proposer des réformes à l'échelle des pays africains, et on essaie de mieux cadrer le métier de l'enseignant-chercheur, mais il y a beaucoup de travail à faire. Maintenant, je vais rentrer un peu plus dans les spécificités des pays de l'Afrique du Nord. Et si je parle de l'Afrique du Nord, j'ai essayé de viser, bien sûr, la Tunisie, le pays auquel j'appartiens et dont je suis originaire, mais aussi de voir un peu ce qui se passe au Maroc et en Algérie. Mais on a tous un point commun, en fait, puisque on a en quelque sorte hérité du système français basé sur la dominance des universités publiques, des critères de recrutement essentiellement basés sur la production scientifique, avec une procédure nationale pour la qualification, pour accéder au premier poste de maître de conférence, sur la base des concours, donc le recrutement qui se fait sur le concours, avec un statut qui définit les missions, la charge horaire, les référentiels et les cas où on peut bénéficier de décharges de services. Et l'évaluation se fait dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique par le Conseil national des universités, mais aussi local par rapport à certaines universités. Alors, et la reconnaissance et la valorisation se fait surtout sur le volet recherche et production scientifique.
Alors, pour le modèle du Maroc, et je vais faire de la même manière pour la Tunisie et l'Algérie, sans trop rentrer dans les détails, présenter des statistiques générales sur ces trois pays, présenter les grades auxquels peuvent accéder les enseignants-chercheurs et la procédure suivie pour l'évolution d'un grade à un autre. Donc, pour le Maroc, selon les dernières statistiques de 2023, elle dispose en fait de 155 établissements publics et à peu près le même nombre d'établissements privés, avec 15 000, à peu près 16 000, 15 880 enseignants permanents dans le secteur public et 1952 dans le secteur privé. Et on remarque l'écart entre le nombre d'enseignants permanents dans les différents secteurs, sachant que le nombre d'établissements est pratiquement le même. Les statistiques aussi, c'est des statistiques officielles donc des différents ministères dans les différents pays. Chiffre, donc 321 000, à peu près 22 000 étudiants, ce qui donne un taux d'encadrement, et ça c'est un indicateur assez important au Maroc, à peu près un étudiant un enseignant pour 20 étudiants, donc à peu près pour l'enseignement supérieur public. Alors, les enseignants qui sont permanents dans le secteur public peuvent avoir différents grades de maître de conférence habilité, de professeur de l'enseignement supérieur. Il y a une réforme récemment qui a été entreprise au Maroc du statut, et c'est très récent, qui ont revu en quelque sorte ces grades-là et les conditions d'accès à ces différents grades. Et le recrutement se fait par un concours national, mais qui est ouvert à l'échelle de chaque université. Il y a des grilles bien précises qui sont publiées, et l'université et le président de l'université donc engage le concours et compose un jury. C'est lui qui en fait propose le nom des jurys, généralement nommés parmi les professeurs reconnus dans le domaine disciplinaire ou champ disciplinaire particulier, et se fait à deux stades, l'étude de dossier et par la suite un entretien avec les candidats retenus pour les entretiens. Et généralement, le dossier du jeune docteur est évalué par trois rapporteurs. Finalement, ceux qui intègrent la fonction publique ou la carrière d'enseignant-chercheur dans le public doivent attendre un certain nombre d'années pour pouvoir évoluer vers les autres postes pour finalement aboutir au grade le plus élevé de professeur de l'enseignement supérieur. Alors, c'est juste un exemple de grille de l'université, par exemple, de Rabat, pour voir un peu la pondération et le poids qu'on donne à l'aspect pédagogique, à l'aspect scientifique, mais aussi, ce qui est intéressant, aux responsabilités, à l'innovation, à la valorisation et aux responsabilités administratives. Donc, on va voir que, en fait, la production pédagogique, à peu près 11 points, l'encadrement pédagogique, 17 points, et qu'on accorde une grande part par rapport à la responsabilité et la participation à la gestion pédagogique et administrative. La production scientifique reste toujours dominante, avec la partie relative à l'encadrement et les publications, et aussi les responsabilités scientifiques et l'innovation et la valorisation. Donc, en quelque sorte, là, on commence à voir de plus en plus dans les grilles d'évaluation donc la valorisation du travail et des compétences hors le champ purement pédagogique et scientifique de production scientifique dans les différentes commissions scientifiques de promotion. Pour ce qui est du cas de la Tunisie, on dispose actuellement de 206 établissements publics, à peu près 80 établissements privés, avec 12 000 donc, enseignants permanents dans le secteur public, et pour 206
647 étudiants. C'est entre le public et le privé. Le privé, à peu près, représente 17% du nombre d'étudiants inscrits, avec un taux d'encadrement à peu près de un enseignant permanent dans le secteur public pour 17 étudiants. Donc, les différents grades donc dans l'enseignement supérieur en Tunisie commencent par le grade de l'assistant qui est un grade en quelque sorte en voie de disparition puisqu'on ne recrute plus en tant qu'assistant et on recrute maintenant à partir du grade de maître assistant et la condition principale c'est l'obtention du doctorant. Mais les assistants, on en a encore dans le milieu universitaire tunisien. Donc, après le maître assistant titulaire d'un doctorat, on peut évoluer vers le grade de maître de conférence en disposant de l'habilitation à diriger des recherches et finir par le grade de full professeur, donc professeur universitaire. Mais on dispose aussi en parallèle de grades équivalents dans le secteur de la santé, par exemple, professeur hospitalo-universitaire. On dispose aussi d'un réseau d'ISET, là où on a un corps d'enseignants donc de technologues, de maîtres de technologues, de professeurs technologues, mais la majorité, disons la majorité, 90% du corps professoral à l'université tunisienne suivent donc ou sont ou appartiennent à la catégorie des maîtres assistants, des maîtres de conférences et des professeurs universitaires. Alors, le recrutement se fait par un concours national, le même jury pour tout le monde, selon les champs disciplinaires. Et on vient d'apporter quelques réformes récemment au système tunisien, puisque pour le premier recrutement, on vient de dissocier l'étape 1 de l'étape 2, de l'étude de dossier de l'entretien. Avant, tout le monde avait le droit de passer l'entretien devant le jury et donc débattre de son dossier. Maintenant, il y aura une sélection à partir de cette année, une sélection des dossiers sur la base donc du dossier fourni et un quota uniquement des candidats seront appelés à l'entretien. Et ces dossiers sont évalués par des jurys qui sont une combinaison entre l'élection et la nomination, c'est-à-dire qu'on a le droit dans sa composition de jury de 5 personnes d'élire. Il y a des élections qui se passent au préalable et les enseignants-chercheurs vont élire 3 membres de jury selon les spécificités de chaque discipline et les 2 autres sont nommés par le ministère. S'il n'y a pas de candidat, c'est le ministère qui nomme l'intégralité des membres de jury. Et donc, ça, c'est assez particulier, une particularité donc en Tunisie. Et ces jurys-là restent généralement donc 2 ans et seront renouvelés par la suite. Donc, ils font 2 sessions de recrutement ou de promotion et ils seront renouvelés par la suite. Alors, un exemple aussi de grille d'évolution de carrière dans le domaine, par exemple, finance et comptabilité, avec une grande pondération, comme vous le voyez, au dossier scientifique, 45 points sur 100, avec moins donc de poids pour l'aspect pédagogique entre les activités d'enseignement, la production, etc. Et donc, la déclinaison montre que la principale composante d'évolution, c'est la thèse de doctorat et les publications dans des revues indexées. Et donc, les exigences par la suite dépendent de chaque discipline, c'est-à-dire en termes d'indexation. C'est comme le ranking des universités. Donc, chaque composition de jury, en fait, ils vont adopter un modèle généralement aligné aux modèles internationaux, le CNRS, donc l'impact factor de Thomson Reuters, EBDC, etc., pour valoriser et évaluer la production scientifique des enseignants-chercheurs. En Algérie, ils disposent de 114 établissements publics, 19 établissements privés, avec 57 811 enseignants permanents dans le secteur public pour
554 donc 0,47 étudiants, un nombre beaucoup plus important en termes d'étudiants, et le ratio est aux alentours un enseignant pour 27 étudiants. Ils disposent pratiquement du même modèle, assistant, maître assistant, maître de conférence et professeur. Le concours national est ouvert à l'échelle de chaque université, mais en Algérie, on peut accéder, comme c'était le cas pour la Tunisie, même ne disposant pas encore de la thèse, on peut accéder à des postes permanents, donc, et évoluer par la suite dans les différents échelons. Et le jury est composé par des professeurs de la spécialité et se fait à l'échelle de chaque université sur la base de l'étude des dossiers. Là, c'est un extrait donc d'une circulaire ou note qui a été publiée par les universités, le ministère auprès des universités, qui spécifie la pondération ou la grille d'évaluation donc des différents travaux pédagogiques et scientifiques, avec une répartition entre l'enseignement, les supports du cours, la participation à la relation de l'université avec le monde socio-économique, l'encadrement des masters, etc. Et là, vous avez le détail sur la manière avec laquelle on évalue donc les travaux de recherche avec les différents rankings A+, avec les ouvrages, et c'est très détaillé par rapport aux différents travaux réalisés dans le cadre de sa carrière d'un enseignant-chercheur, avec une différenciation entre les disciplines sciences humaines et sociales et sciences et technologies. Alors, là, je vais parler des problèmes plus ou moins rencontrés dans ces différents domaines qui sont communs, qui surgissent depuis ou qui persistent depuis des années malgré les multiples réformes qu'on a essayé d'introduire. C'est-à-dire que les critères de sélection pour que ce soit le premier recrutement ou l'évolution de carrière par la suite ne sont pas toujours clairs, ne sont pas harmonisés d'un grade à un autre, et on peut arriver donc à des fois à un grade ou d'une année à une autre à être plus exigeant, moins exigeant, et du coup les candidats se sentent lésés. La publication de la grille d'évaluation préalable avant le dépôt n'est pas toujours garantie, ce qui permettrait aux candidats de se positionner par rapport aux exigences en termes d'évolution ou d'un premier recrutement. La désignation aussi, la composition des membres du jury, les critères, l'indépendance, les problèmes de conflit d'intérêts, tout ça cause énormément de problèmes au cours de la carrière d'un enseignant-chercheur. L'harmonisation, l'indemnisation aussi des membres du jury, qui est basée sur un système très peu incitatif, comme toute autre activité pour l'enseignement supérieur, qui n'encourage pas finalement, malgré l'importance et l'investissement énorme que fait ces membres du jury, n'encourage pas certaines personnes à s'impliquer et à faire partie et participer à l'évaluation des travaux de recherche des pairs. Les délais de traitement de dossiers qui sont très longs, parfois très longs, qui durent des années, et des retards accumulés sur des campagnes de recrutement qui permettent, comme on avait précisé tout à l'heure, un plafonnement, voire même la décision de ne pas ouvrir de sessions de recrutement pour certaines années, puisque certaines disciplines ou dans certains pays, il y a des problèmes de saturation ou des problèmes financiers qui empêchent l'État à continuer à recruter les enseignants-chercheurs. L'évaluation se fait principalement, et comme on vient de le confirmer, par des critères basés sur la production scientifique, très peu sur l'implication, sur la vie et la dynamique créée au sein de son institution, les projets, l'implication
donc dans le développement de son institution, sa capacité à entrer dans des réseaux internationaux, etc., sont des qualités de plus en plus recherchées dans le profil de l'enseignant-chercheur. L'absence d'accompagnement et de formation, l'ouverture sur le monde socio-économique qui est très peu valorisée, l'implication aussi dans la vie de l'institution, des répartitions et des attributions selon les grades qui n'est pas parfois équilibrée en fait, et on projette par exemple l'exigence par rapport à l'encadrement de thèse, d'avoir l'habilitation après un certain nombre d'années, donc les indemnités qui vont suivre en fonction du grade, etc. On hésite parfois entre un avancement plutôt par mérite, quel que soit le nombre d'années passées, ou bien par ancienneté. Donc, est-ce qu'il faut attendre 4 ans après avant de pouvoir postuler, etc. Donc, certains niveaux là, de passage de grade sont combinés avec tous les critères que vous venez de voir, avec une ancienneté exigée. Même si on répond aux critères, on doit attendre 3 ans ou 4 ans parfois pour pouvoir postuler. Et le point commun aussi, c'est la faible incitation financière par rapport au salaire dans ces pays-là, la rémunération relative à l'encadrement, aux publications, le travail énorme fait dans le cadre des commissions de réforme, etc., c'est très mal payé. Malheureusement, on est très loin des standards internationaux. Et c'est ce qui explique le problème de migration peut-être massive, de plus en plus importante vers d'autres pays. Alors, quel avantage tirer malgré tous ces problèmes-là de la carrière d'enseignant-chercheur? Comment on peut convaincre encore les jeunes doctorants et les jeunes docteurs à se lancer dans une carrière académique? Il faut dire que c'est un métier passionnant, on bénéficie d'une grande liberté intellectuelle. Les enseignants-chercheurs profitent et doivent profiter de cette latitude-là qui n'est pas toujours accessible par rapport à d'autres métiers plus contraignants. Il peut toujours choisir le moment de s'engager dans des projets de recherche et organiser son investissement par rapport au rythme de vie, au rythme académique. Il peut choisir aussi la liberté intellectuelle de travailler sur les thématiques qui le passionnent, surtout après la thèse. Pour la thèse, il faut finir et boucler le champ qu'on a ouvert et par la suite partir vers d'autres champs qui peuvent toucher des problématiques plus pratiques, qui peuvent vous inspirer plus, vous permettre d'avoir des compétences complémentaires par rapport à l'axe principal sur lequel vous avez travaillé. Le directeur de recherche peut créer autour de lui un noyau de chercheurs pour mener des projets, pour travailler sur des problématiques avec le milieu socio-économique. C'est un apprentissage aussi constant avec une grande simulation intellectuelle. Donc, l'enseignant-chercheur est stimulé en permanence intellectuellement avec l'échange avec ses étudiants, les différentes commissions auxquelles il participe, donc les conférences, les manifestations scientifiques aussi. Donc, son apprentissage est constant grâce à la confrontation à des stimulations jour après jour. Moi-même, 20 ans après l'obtention de ma thèse, j'ai toujours cherché à améliorer mes compétences et je viens juste il y a quelques mois de passer une certification dans le domaine de l'assurance qualité, qui est un domaine qui me passionne de plus en plus. Et je suis prête à m'engager encore plus dans d'autres types de certifications pour une montée en compétences. Ça ne s'arrête pas. On a tous les atouts pour pouvoir évoluer et pouvoir développer nos compétences, même dans des champs en dehors du champ disciplinaire précis dans lequel on a évolué. Alors, la transmission du savoir, donc le travail, le transmettre, c'est une passion.
Et quand on aime ce métier-là, on n'a pas le sentiment donc de travailler finalement quand on fait le travail qu'on aime ou qui nous passionne, une grande finalement flexibilité aussi par rapport à la gestion du temps, moins contraignante, donc pour pouvoir planifier et s'organiser dans sa carrière académique. Bon, le problème, malgré tous les problèmes qu'on a cités aussi, il y a de moins en moins de postes à promouvoir. Donc, on a dit que c'est un monde qui devient de plus en plus compétitif, même à l'échelle internationale, hein. Et pour décrocher un premier poste, c'est parfois très complexe, même si on a un bon CV, une bonne production scientifique, c'est parfois un grand défi. Une faible sécurité à l'emploi puisque les contrats peuvent être limités dans le temps, peuvent être dépendants d'un certain nombre de critères évolutifs, ce qui fait que l'enseignant-chercheur, il va évoluer dans un environnement stressant il peut finalement passer son temps sans cesse à rechercher de nouveaux postes pour y postuler et c'est très prenant psychologiquement, financièrement et ça ne lui permet pas en fait d'avoir une stabilité dans la production scientifique. Il faut dire aussi que par rapport à d'autres métiers, quel que soit le pays, c'est pas uniquement un problème vécu par les pays de l'Afrique du Nord. La rémunération d'un enseignant-chercheur, d'une manière générale, comparativement au secteur privé, n'est pas assez importante et peu évolutive et pourrait être de moins en moins attractive pour les jeunes. Voilà, donc j'ai essayé d'exposer toutes ces idées-là, de les partager avec vous. J'ai trouvé beaucoup de plaisir à préparer cette présentation parce que j'avais rien de prêt lorsque on m'a contacté et je n'ai pas hésité à me lancer pour parler un peu de mon expérience personnelle, mais aussi de la situation actuelle dans les pays de l'Afrique du Nord. Très bien. Merci beaucoup, merci sincèrement, professeur et Dama Kayadi. On a quelques questions dans le chat, dont une qui porte sur votre présentation. Il y a Ali Ouarab qui dit, ben, vous avez parlé de la fuite des enseignants africains de leur pays d'origine. Pourquoi cette fuite et quelles solutions? Alors, la fuite et la migration massive des jeunes enseignants-chercheurs et même des jeunes doctorants, hein. Moi, je le vois maintenant dès les premières années d'inscription de thèse et la recherche d'une co-tutelle, par exemple, qui est permise dans la majorité des écoles doctorales en Afrique, à la recherche d'une co-tutelle tout simplement pour aller évoluer dans un environnement académique plus opportun, là où il y a plus de moyens financiers pour financer les recherches. Il y a un accès plus facile aux bases de données qui est une composante indispensable pour pouvoir percer et publier, donc surtout dans le champ de la finance et de la comptabilité. Donc là, ça devient de plus en plus contraignant et la qualité de la recherche dépend parfois de la qualité des bases de données dont on dispose. On va passer 5 ans à collecter des données qui ne sont pas peut-être fiables qu'un autre chercheur va avoir sous la main. En quelques mois, il pourra disposer d'une base de données semblable et beaucoup plus rapidement parce qu'il a l'accès. Donc là, les raisons sont multiples, hein. Les raisons, c'est les moyens financiers pour pouvoir mener et compléter et achever les projets de recherche qu'on a. Et la saturation, comme j'avais précisé, de certaines disciplines dans certains pays, là où on n'ouvre quasiment plus de perspectives pour le recrutement dans le public, et face à un secteur privé qui est encore en cours de confirmation, donc du coup,
ils préfèrent en fait évoluer ou chercher des postes à l'étranger. Il y a aussi la volonté, même si les conditions sont favorables dans son pays, de la recherche de la carrière internationale. C'est pour développer des réseaux internationaux, même momentanément. Ça peut être uniquement pour une période de 2 ans ou de 5 ans, pas une migration définitive. Ça peut être aussi un motif pour développer son réseau, donc à l'échelle internationale, s'ouvrir sur d'autres expériences et revenir par la suite mener des projets de réforme dans son pays ou dans son université. Il y a un facteur, une raison aussi qui est en faveur de cette mobilité, de cette migration, c'est en fait l'ouverture qu'on a vécue, ou l'échange entre les écoles doctorales et les standards internationaux en matière d'encadrement, de recherche, de publication scientifique, qui a facilité justement, on parle pratiquement le même langage, on sait qu'est-ce qu'une bonne revue, quelles sont les problématiques porteuses et les sujets d'actualité sur lesquels on peut travailler. Et ça a eu un impact positif justement sur cette mobilité-là, du fait que on est plus facilement accepté quand on a travaillé dans un laboratoire de recherche qui suit les normes et les standards internationaux et donc qui répond pratiquement, on va se retrouver mieux préparé pour intégrer une université étrangère. Alors les solutions, ça dépend si on le considère comme un point positif ou négatif. Si c'est pour la mobilité et l'échange d'expérience, je ne vois pas pourquoi on peut l'arrêter. Et la mobilité, peut-être la développer dans les deux sens. Si on vit dans un cas de fuite massive, à tel point qu'on n'y dispose plus de compétences dans le pays lui-même, là, il faudrait rechercher les raisons et essayer d'y remédier parce qu'on ne peut pas finalement laisser partir toutes les compétences dont on dispose et finalement vivre comme on le vit en Tunisie maintenant, par exemple, pour les ingénieurs en informatique, on ne trouve plus d'ingénieurs pour les entreprises locales. En informatique, la moyenne, c'est qu'ils passent 2 ans, 3 ans et ils partent à l'étranger. Les laboratoires de recherche sont vides parce qu'on ne trouve plus de jeunes dans certains domaines qui veulent faire des thèses. Donc là, il faudrait là justement essayer de remédier en favorisant des conditions meilleures pour les doctorants, en donnant plus d'incitation peut-être aux enseignants-chercheurs pour donc rester en améliorant le statut et les conditions d'accès et d'évolution de carrière. Super. Et merci, Selma. On va essayer de raccourcir les réponses parce qu'il y a pas mal de D'accord. réponses ici. D'accord. Deux J'ai questions, deux on va dire. questions. Deux Oui. questions, excuse-moi. Il y a une question de Rama qui va la poser elle-même parce qu'elle a la main levée. Et après, j'ai une autre question dans le chat de Ginette que je vais te poser. Oui. Rama, Torchani, vous pouvez parler, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Je vous en Je prie. salue tout le monde. Je salue également professeur Salma Damak. J'ai la chance et l'honneur de l'avoir comme directrice de thèse. Je suis doctorante à l'IHEC Carthage. Ma question s'adresse à professeur Salma. Vous avez évoqué toutes les difficultés inhérentes à la carrière d'enseignant-chercheur, ajoutées aux difficultés relatives à la recherche. Qu'est-ce que vous conseillez les doctorants et les jeunes docteurs comme perspective, autre que la carrière d'enseignant-chercheur, qui pourrait mettre en valeur leurs capacités et leur expertise accumulée durant les années de recherche et d'études, surtout dans les pays d'Afrique du Nord, la Tunisie exactement, parce que vous connaissez les difficultés et les conditions. Alors, les perspectives qui s'ouvrent à l'enseignant-chercheur ou potentiel enseignant-chercheur, parlons maintenant de statut de jeune docteur, parce que il peut, même en étant enseignant-chercheur, occuper ou travailler ou avoir différents types de métiers, et on l'a bien spécifié entre la carrière de recherche académique et l'administrateur, occuper des postes de responsabilité, de management de projet, mais en dehors aussi du milieu académique,
On parle, par exemple, nous en Tunisie, on a beaucoup de projets maintenant d'entrepreneuriat, d'encouragement de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire ces jeunes docteurs ont le potentiel nécessaire. On essaie de les compléter en plus de leurs connaissances scientifiques pointues dans un domaine, par d'autres compétences pour monter leur propre projet. Il y a même des incitations financières. Il y a des programmes donc post-doc qui leur permettent d'être de futurs entrepreneurs et d'aller donc dans une autre perspective. Mais aussi, ils peuvent être des conseillers, travailler dans le domaine de consulting, et le domaine financier et comptable est très favorable pour se projeter dans différentes perspectives possibles pour un jeune disposant donc d'une thèse de doctorat donc dans un champ comme la comptabilité et la finance. Super. Merci beaucoup, Et madame. merci beaucoup, Rama. Vous pouvez baisser la main, Rama, comme ça je verrai les autres mains. Merci Oui, beaucoup. et tu peux prendre dans le chat, s'il te plaît, Oui, Serge. s'il te plaît. Donc là, Salma, c'est la question de Ginette Ipombe. Et elle vous demande, est-ce que vous avez vous lui proposer des stratégies pour une meilleure gestion de la carrière face aux contraintes socio-environnementales? Elle précise ces contraintes-là, c'est les contraintes liées aux femmes. Ok. Voilà, donc quel conseil, quelle astuce pour concilier la vie familiale, la vie Oui, vie conjugale, familiale, vie avec, conjugale. avec toutes les préoccupations et toutes les obligations liées à l'enseignement et à la recherche, à la vie d'un enseignant-chercheur. Alors, merci pour la question. En fait, je vais te donner le retour d'expérience personnelle que j'ai vécu, et j'espère que j'ai réussi. J'ai donc eu le grade de professeur donc à 42 ans. Donc, j'ai eu la chance d'évoluer en thèse très rapidement dans un environnement favorable à Dauphine. Et par la suite, j'ai choisi, je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre la vie familiale et la carrière académique, mais je pense que il vaudrait mieux se concentrer sur l'évolution de carrière en début de carrière, puisque l'exercice sera beaucoup plus facile hein, que de faire des ruptures. On est dans la dynamique de production scientifique, on a le réseau, et il ne faut pas baisser les bras et laisser un temps important entre l'évolution dans les grades pour devenir professeur, et par la suite, ça va devenir beaucoup plus difficile. Une fois qu'on est évolué, maître de conférence ou professeur, là, d'autres perspectives peuvent s'ouvrir. Donc, il ne faut pas se précipiter vers les missions, vers les manifestations scientifiques, vers les responsabilités administratives, tout, parce que ça sera au dépend. Il y a aussi la vie familiale à mener en parallèle. Et quand on réussit à se confirmer rapidement dans le domaine de recherche dans lequel on a évolué, c'est beaucoup plus facile d'accéder par la suite à d'autres opportunités que de se disperser dans beaucoup de projets et par la suite ne pas avoir la capacité de tout gérer en même temps. C'est vrai que c'est pas une expérience facile, qu'il y a beaucoup d'autres contraintes qui peuvent émerger, mais finalement c'est possible. C'est possible, même en restant dans un pays africain émergent, de garder toujours ce contact avec les réseaux internationaux. On peut trouver cet équilibre et on peut réussir la carrière et évoluer rapidement. Merci beaucoup. Et il y a Tivène, le professeur Thiroven, qui a la main levée. Tivène, si tu veux prendre la parole. Ah, il a la main baissée. Non, tu m'entends? Oui, Ça bah, va? Ça va, très bien, merci. Juste pour réagir à quelques points, Salma, très, très bonne présentation, et les contraintes que tu as mentionnées au niveau se répercutent dans beaucoup de pays en Afrique, que je dirais même en dehors de l'Afrique. Il y a beaucoup ces répercussions sur ce qui est les attentes maintenant par rapport aux académies. Mais j'aimerais juste peut-être réagir un peu plus, deux ou trois points, et aussi parler un peu de, bon, ça fait 27 ans
que je suis dans la carrière et peut-être pour en parler un peu plus dans le sens du conseil pour commencer. Salma a raison dans le sens qu'il y a, euh, c'est une vocation, c'est un job extraordinaire. Il y a tellement de choses qu'on peut faire, tellement de choses. Et on a, comme elle a dit, on a une certaine liberté de prendre des décisions, de faire notre recherche. Mais voilà où le bas blesse. Liberté aussi amène une certaine un certain volume de demandes, un certain volume Parce qu'on a cette liberté, on a aussi toutes sortes de demandes, toutes sortes d'attentes, évaluation, mobilité, s'occuper des doctorants. Donc, il y a toute une sorte d'opportunités qui se présentent en même temps aux collègues. Et donc, peut-être l'important, l'élément bien important, c'est de savoir dire non. L'élément est important et que je ne suis pas un très bon élève, mais je dirais que l'élément, c'est de trouver comment arriver à commencer la carrière d'une façon beaucoup plus sélective, travailler sur les papiers, travailler sur le développement académique, l'engagement avec la littérature, la communauté académique, publier, et ainsi de suite, et de prendre son temps comment dirais cocher les cases que Salma a mentionnées et que tout est important, mais c'est dans le timing, c'est dans l'évolution. C'est très, très important parce que cette liberté que nous avons peut devenir en fait une contrainte énorme, dans le sens qu'on dit oui à toute chose parce qu'on a cette liberté. Parce que les gens, nous avons cette ouverture vers le monde académique de différentes façons. Donc peut-être c'est ça que j'aimerais juste réagir par rapport à ce que les autres demandent aussi, en termes des conseils aussi, de trouver vraiment. J'ai une réunion il y a 2 jours avec un jeune chercheur et la question était ben, qu'est-ce que je fais maintenant? Première chose, publie les papiers de ta thèse, fais quelques petits développements de cette thèse, trouve des choses à pousser, mais c'est tout, rien d'autre. Ne fais rien. L'administration, tu fais un petit peu pour comprendre comment ça marche, mais sinon, il n'est pas pressé. Sur les 3 années, c'est ça que tu fais. Et après, on regarde comment pousser pour la promotion, ainsi de suite. Voilà. Merci beaucoup, Tivenne. Et Merci. j'aimerais rajouter juste un petit, parce que je connais un peu le contexte africain aussi, Tivenne. Vous avez souvent des jeunes docteurs en Afrique, mais qui n'ont pas forcément, on va dire, de rémunération, de rétribution, parce qu'il faut qu'ils vivent. Ouais. Donc, quand tu parles de liberté, oui, il y a une liberté, mais on peut avoir une liberté, on va dire, qui nous pousse à faire un peu plus de recherche, de l'académique, si derrière, on a les moyens de subsistance Du aussi. financier, oui, oui, oui. Ouais. Voilà. Non, je ne cherche pas Ah non, non, oui, pas du tout, je comprends, je t'explique, totalement. je ne cherche pas. Et dans Ouais. certains contextes, notamment dans certains pays, c'est ce soutien-là, matériel, financier qui manque, ce qui fait que certains font des choix dans cet univers-là, cet espace de liberté, qui devient au final des contraintes, des handicaps, en Ben, fait. en fait, tu as raison, tu parles d'un élément très, très important. Je suis désolé que je n'ai pas pensé en ça, en fait, quand tu as dit. C'est l'effet, bien sûr, rémunération, parce que même dans beaucoup de pays africains, la rémunération n'est pas suffisante. Donc, les gens vont commencer à enseigner dans les enseignements privés, dans les autres universités, et ainsi de suite. Et c'est tout à fait compréhensif. Il y a pas, non, il faut commencer pour payer les factures avant de parler d'autre chose. Donc, je suis d'accord avec toi. Je peux C'est un élément. rajouter Mais... peut-être quelque chose sur la mobilité que le professeur Damak a évoqué, Serge. Oui, oui, je t'en prie, je t'en prie. Alors, je pense que la mobilité dont elle a parlé est vraiment essentielle et moi, je suis vraiment un exemple vivant de l'importance de la mobilité. J'ai démarré la carrière en France, je suis parti en Nouvelle-Zélande, je suis revenu en France et je peux vous assurer que, euh, en fait, d'abord, cette mobilité-là a été totalement déterminée par la recherche. Malheureusement, j'ai pu faire ces mouvements-là parce que j'ai pas une publication foisonnante, mais j'ai des publications assez respectables. Mais c'est aussi ce que dit Tivenne, c'est que c'est important hein, que vous compreniez, c'est que moi j'ai fait ma thèse en 2010, mais mes premières bonnes publications ont commencé à arriver en 2015.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de 2010 à 2015, j'étais en train de travailler à fond mon expertise en recherche pour pouvoir espérer publier à un certain niveau. Et c'est une fois que j'ai atteint ce niveau de publication, et ça le pointe très bien, hein. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de momentum qui fait qu'on est là-dedans, donc les choses arrivent beaucoup plus simplement. Mais c'est aussi ça qui détermine la mobilité. Donc, pour répondre à Salma, je dirais que, à mon avis, en termes de construction individuelle et même pour nos institutions, je ne vois pas la mobilité comme étant un problème. Sauf si, effectivement, encore elle a raison, sauf si tout le monde est parti et personne ne peut enseigner en Tunisie, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, et ainsi de suite. Là, ça devient un problème. Mais en tout cas, voilà, juste pour conclure là-dessus, la mobilité pour moi a été d'une très, 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 très grande richesse et vraiment, il faut aussi regarder ça. Mais ça a été déterminé par la qualité de la recherche que j'avais dans mon portfolio. Mm. Merci, Conan. Après, je ne sais pas si l'assistance, Oui, alors, je pense chers qu'il y a une collègues, question peut-être ouais, dans le chat, non, peut-être. il y a pas d'autres questions. Si on a loupé des questions dans le chat, n'hésitez pas à lever la main pour poser la question. Non, il n'y a pas d'autres questions. Il Il n'y y a pas avait une d'autres question questions? par rapport au certificat, mais ça, on va le faire un peu plus tard. Mais Serge, est-ce qu'on a toujours du temps pour interagir avec On peut, avec docteur on Damak? était censé faire une Concept Damak, pause pardon. maintenant, mais on peut prendre encore jusqu'à Oui, 10. S'il y a des questions et ok. c'est déjà Ben, donc, intéressé. peut-être qu'on va essayer de. On a peut-être quelques petites questions qu'on pourrait poser à professeur Damak, si elle est OK. Et je voulais Avec demander à plaisir. professeur Damak, vous avez parlé Oui. de la carrière d'enseignant-chercheur, notamment en Afrique subsaharienne, hein, suite à votre présentation, et on se rend compte que cette carrière d'enseignant-chercheur est basée sur la publication académique. Et cette publication se fait dans des revues qui ne sont pas africaines pour la plupart, qui sont à l'international et qui ne sont pas majoritairement en français, mais en anglais, et qui figurent dans des classements CNRS, qui est un classement français, ou à ABCD, qui n'est pas un classement francophone. Donc, ma question est la suivante. Nous sommes dans un univers francophone, dans un contexte africain, Maghreb ou subsahárien, avec une contrainte majeure qui est la langue, et on doit publier dans des revues qui ne sont pas originaires du continent, avec des exigences qui sont très loin de nos compétences. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, très bonne question en fait, surtout pour le domaine Comptable sciences comptables et et financières. financière. On dispose d'une ou deux revues à l'échelle internationale indexées, c'est la comptabilité, contrôle et audit de l'AFC et la revue canadienne. Donc, et on se retrouve en faisant une très bonne recherche en français, en quelque sorte coincé et on n'a plus beaucoup de perspectives, alors que lors de l'évaluation, on va nous dire l'impact factor, la revue telle, triple A, etc. Alors, le mieux, c'est en fait de développer son réseau à l'échelle internationale, de travailler avec des personnes qui, donc finalement, évoluent dans le monde anglo-saxon pour avoir et acquérir de la maturité par rapport et s'ouvrir sur une autre logique de recherche, de rédaction de papier, de révision de papier. C'est vrai qu'au début, ça sera difficile, mais une fois, on évolue même avec nos doctorants, hein, même si en étant ou en faisant sa thèse dans un milieu purement francophone, avec les normes francophones, après, on peut évoluer en encadrant des travaux selon des modèles différents. Et là, je l'ai vécu moi personnellement en encadrant des étudiants sur des thèses de type thèse par essai, avec des chapitres qui sont sous forme d'articles, qui répondent aux normes des revues les plus indexées, etc. Donc, ça peut être un exercice aussi très important pour les chercheurs tout au long de leur carrière en s'associant aussi à des groupes de recherche venant de milieux et de cultures différentes. Ça peut nous permettre de trouver un équilibre sans délaisser complètement aussi la recherche, puisque à la base, toutes nos études et toute notre carrière, que ce soit en enseignement, par exemple, en Tunisie, on le fait en français et ça reste là la langue officielle pour les sciences, pour nous. Mais de moins en moins ces dernières années,
puisque donc l'anglais donc est devenu aussi une composante très importante et une exigence. Donc on peut développer ça à travers le réseau, mais aussi à travers les nouvelles recherches qu'on peut finalement suivre en tant que directeur de recherche. Merci. Et y a-t-il des questions? Quelqu'un veut poser une question? Quelqu'un d'autre? C'est vrai qu'on a déjà du retard. On a pris sur la pause un peu. Mhm. Bon, je pense qu'il n'y a personne, il n'y a pas de questions. Est-ce que, Ah oui, alors, j'ai une dernière oui, question qui vient d'arriver de Mustapha. Je te laisse mhm. gérer si tu veux, Conan. Oui, Bon, absolument. vas-y. OK. Donc, Mustapha dit, quel conseil pour les jeunes docteurs recrutés dans les universités privées où le plus souvent les préoccupations économiques dominent celles de la recherche? Ça, c'est une question pour le professeur Damak. Oui, je vous remercie pour cette question. C'est vrai que là, l'enseignant-chercheur, il va se retrouver en termes d'évolution de carrière, en termes d'exigence, beaucoup plus dans l'enseignement public, mais aussi c'est très important d'accepter ou d'aller vers l'enseignement dans le privé et de garder et de bien choisir en fait. De bien choisir, c'est une question finalement de choix. Si vous allez vous lancer dans une université privée où la culture de cette université est basée uniquement sur des critères économiques, vous allez en subir les conséquences en tant qu'enseignant-chercheur. Et vous serez dans cette course-là et vous n'allez pas être dans une dynamique de recherche basée sur la qualité, l'éthique, etc., puisqu'il y a d'autres considérations. Donc, il faudrait bien se renseigner sur l'université privée que vous allez intégrer, avoir une idée sur les groupes de recherche, la composition, sur les critères aussi exigé pour l'évolution dans sa carrière d'un échelon à un autre pour trouver un environnement favorable par la suite et ne pas être obligé de sauter d'une université à une autre parce que la mobilité, elle est bonne, avantageuse, mais aussi le changement quotidien d'établissement aura aussi des conséquences négatives sur la carrière d'une manière générale, puisque ça sera un processus très pesant pour le chercheur et la préparation d'un dossier, le passage des concours, l'attente ou l'intégration, le temps d'intégration, il faut en moyenne 2, 3 ans pour s'intégrer dans une nouvelle équipe pédagogique ou de recherche. Donc, et on va passer finalement sa carrière à pouvoir se trouver un environnement donc favorable. Il n'y aura pas réellement de continuité dans le travail et dans l'évolution. Euh, Très bien. une main est levée, Et on va Serge. prendre, ce sera la dernière, s'il vous plaît. OK. C'est Faten. Elle a posé, elle a baissé. Non, la personne a baissé la main. Ah, Oui, Ah oui, bonjour. oui, En oui, fait, Faten, allez-y, s'il vous plaît. oui, moi aussi, je tiens à remercier ma chère directrice de recherche, Madame Salma Dam. En fait, j'étais ravie et honorée d'être en fait une doctorante de Madame Salma. J'ai beaucoup appris. Vraiment, donc sur ce point. Moi, ma question pour Madame Salma est la suivante. En fait, comment vous avez parlé d'enseignants-chercheurs qui a une approche entrepreneuriale. Comment, en fait, ce chercheur, à travers ses recherches engagées ou bien ses différentes activités, il peut participer au développement des initiatives économiques dans un pays bien déterminé? Merci pour cette question en fait et merci pour le témoignage surtout. Alors, il y a dans certains pays anglo-saxons les enseignants-chercheurs qui sont à la fois des entrepreneurs, de vrais entrepreneurs. Ils travaillent sur des projets de pointe en termes d'innovation qui débouchent par la suite à la création de start-up avec leurs encadrants, avec leurs étudiants, avec des collègues, etc. Et c'est des perspectives très, très intéressantes parce que aligner l'entrepreneuriat à la science, c'est une garantie de réussite des projets.
c'est être ouvert sur le monde socio-économique, être en connexion directe avec les problématiques pratiques du réel, ne pas se cloisonner et se fermer dans un laboratoire ou dans une salle de classe. Et ça se développe d'une année à une autre selon la discipline et le champ de recherche. Je donne juste l'exemple par rapport à notre discipline, la comptabilité. Quand on mène un travail de recherche qui est, par exemple, en collaboration avec l'Ordre des experts comptables ou qu'on cherche à développer un nouveau référentiel pratique pour les auditeurs, etc., et que les grands cabinets d'audit sont preneurs de votre proposition de recherche, ça peut ouvrir de très bonnes perspectives par la suite sur le plan pratique. Le développement aussi de logiciels, si on combine la nouvelle technologie, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire maintenant en matière d'intelligence artificielle et comment l'exploiter pour développer les travaux d'auditeurs et la profession comptable d'une manière générale. Ça, des sujets qui sont très, très porteurs, connectés et qui peuvent ouvrir la voie à d'autres perspectives professionnelles en dehors du milieu académique et scientifique classique. Très bien. Merci beaucoup, professeur Salma. Je pense qu'on va arrêter là avec les questions. Donc, merci pour votre Merci. disponibilité, pour toutes les informations que vous avez partagées aujourd'hui avec l'assistance. Je pense que le nombre de questions et tout ça démontre encore de l'intérêt et de l'acuité de ce sujet-là pour la communauté africaine. Donc, je ne sais pas si vous voulez rester avec nous pour la seconde partie lorsque M. Sané va présenter ou vous pouvez aussi, il n'y a pas de souci, vous pouvez Merci, rester avec merci nous. beaucoup. Très honorée de cette participation et je resterai connectée volontiers et bravo pour ces initiatives-là. Merci beaucoup, Merci, merci, professeur. prof.